de la culture, c'est comment on habite ensemble sur un territoire et comment on s'organise collectivement à la fois pour gérer ce territoire, personnel et collectivement. Comment on invente des modes de vie, façon de cultiver, façon d'élever, façon d'habiter, extrêmement dépendant du territoire dans lequel on est. Mais bien sûr, on a aussi des fêtes, donc des modes de production un peu supérieurs, des modes de production, je dirais, extra, qui ne sont pas nécessaires à la vie quotidienne. Aussi, on échappe à la vie quotidienne, et notamment pendant les fêtes. Donc, on a quelques caractéristiques sur les fêtes populaires qui ressembleraient assez finalement à la culture au sens cultivé du terme, ces pratiques-là, mais qui sont aussi profondément liées aux cultures populaires et aux conditions de vie des gens dans ces moments-là. Donc il y a cette idée de l'inversion, c'est-à-dire que les carnavals, la fête, c'est des moments où on se moque, on remet en question le pouvoir en place. Les hommes peuvent se déguiser en femmes, les pauvres en riches, en notables, etc. Ils se moquent de nous. Il y a une dimension d'inversion qui en fait, on a dit aussi un exutoire, c'est-à-dire au lieu de se révolter, une fois par an, vous avez le droit de penser que vous êtes vous aussi riche ou de vous moquer des riches. On a le système des potlatches. Les potlatches, c'est l'idée que pendant une fête, on gaspille, on se prive toute l'année, mais il y a des moments où on se laisse aller. Et donc on gaspille beaucoup de choses, beaucoup plus. Les potlatches. C'est Marcel Mauss qui a travaillé ça. Agonistique, c'est-à-dire c'est même des mises en... les plus riches de la communauté dépensent le maximum, plus que les autres. On doit toujours dépenser plus pour montrer qu'on est plus riche que les autres. Jusqu'à gaspiller la nourriture, etc. Alors que toute l'année on se plie. Une sorte d'exutoire un peu comme ça de fête, et de fête, je dirais, où on remet en question toutes les limites de la décence, etc., pour qu'après tout rentre dans l'ordre quand la semaine recommence à travailler. C'est aussi une des caractéristiques des fêtes populaires, qu'on va retrouver aussi souvent dans les fêtes populaires, ces dimensions-là de dépenses, on verra même dans les cultures ouvrières, etc., de dépenses maximum, un minimum de temps, pour qu'après on retourne au travail. Bon, c'est jamais les grandes fêtes des grands aristocrates, mais pour une fois on va manger à satiété, plus que nécessaire. Il y a une dimension précarité de la culture aussi. On peut avoir tout d'un coup quelqu'un d'extrêmement talentueux dans la communauté. Tout d'un coup, quelqu'un qui, avec 2 morceaux de bois, fait un instrument et en joue merveilleusement. Ou a récupéré un instrument aristocratique et tout d'un coup s'en jouer beaucoup mieux que tous les autres. Ou quelqu'un qui a travaillé dans une ville chez les aristocrates et qui s'est sculpté, qui va se mettre à sculpter. Tout d'un coup très bien, puisque de toute façon, ce n'est pas les aristocrates qui sculptent ou qui jouent de la musique, c'est des musiciens qui la récupèrent, des talents qu'ils récupèrent dans le peuple, qu'ils forment dans leur académie, etc., et qu'ils font jouer. Donc il y a une partie de diffusion quand même de cette culture qui peut exister, mais elle reste quand même extrêmement précaire et non savante. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bon musicien, mais le lundi il va travailler au champ comme tous les autres, donc il a les doigts usés. Il n'y a pas, sauf exception s'il est attaché à la cour, etc., mais il y en a très peu, à ce moment-là il ne reviendra plus au village, il sera comme... mais sinon, il peut y avoir des musiques populaires, des danses, des choses comme ça qui sont assez développées, assez sophistiquées, des façons de s'habiller, des vêtements, des façons de sculpter le bois, etc., qu'on peut faire aussi gratuitement pour le plaisir, pour faire preuve de talent, mais ça reste très limité, et souvent, ça n'est pas écrit, c'est plutôt dans des mauvais matériaux, donc ça ne va pas rester, on ne garde pas de traces, très peu de traces de ces productions artistiques, je dirais, exceptionnelles, esthétiques, artistiques exceptionnelles, qui par le peuple, il n'y a pas de traces. Donc finalement, on en trouve peu.
Donc c'est un grand précarité. Et puis, si tout d'un coup vous avez un très bon musicien, ben, peut-être que son fils sera, ou le fils du bon musicien sera aussi bon musicien parce que le père lui a appris, celui d'après sera fini, donc ça disparaît. Il n'y a pas de poursuite. Alors que les élites, elles, vont s'entourer d'académies. On forme des musiciens, on prend les meilleurs musiciens, on les forme, et on en fait, et on les fait, et on maintient ça, et on va écrire la musique, etc. Là, on ne garde pas la musique, par exemple. Elle disparaît avec les gens, quand les gens l'écoutent. On va avoir des gens qui sont des conteurs, quelqu'un qui sait jouer au théâtre, qui sait raconter des histoires, qui peut jouer au théâtre, mettre en scène des choses. Ça existe. Dans les champs de foire, etc. On voit des choses comme ça, mais il n'y a pas de traces. Très peu vont rester, tout ça. Ça reste toujours quand même très rudimentaire. C'est une culture qui permet de maintenir comme ça ces productions artistiques. Et puis, la dimension péripathétique, c'est-à-dire que quand il y a quelques musiciens ou quelques acteurs de théâtre qui montent des pièces et qui font le métier d'artiste, à ce moment-là, ils vont de village en village. Donc ça reste quand même rudimentaire. On passe de village en village et on a un petit stand, un petit cirque, un chapiteau, on joue dans les bancs, de temps en temps comme ça. Donc il y a une dimension. Donc ça reste aussi toujours des choses très précaires, rudimentaires. Et puis l'idée de parenthèse enchantée, on retrouve un peu tout ça quand même, une caractéristique des cultures populaires, c'est-à-dire que c'est une rupture, c'est une parenthèse dans la vie qui vous permet finalement de continuer à accepter les vies ordinaires, la vie ordinaire. Donc des moments où on dépense beaucoup d'argent, on va danser jusqu'au bout de la nuit, on va faire la fête, sans compter d'ailleurs ce qu'on va dépenser, mais ensuite à minuit matin, tout le monde retourne au travail et de reprendre le laveur et l'activité quotidienne. Donc c'est l'idée de parenthèse enchantée. Voilà, donc deux conceptions de la culture. Culture aristocratique, avec des élites. Effectivement, les élites sélectionnent les meilleurs artistes, les forment dans des écoles, des académies, sur des chantiers, leur fournissent du travail, mais c'est elles qui dirigent, c'est elles qui disent ce qui est beau ou pas beau. Mais elles font comme ça. Et puis on a aussi cette idée de l'écriture, qui est importante. On conserve, il faut rayonner, il faut diffuser, il faut que ça passe. C'est pas simplement faire la fête, c'est aussi que tout ça rayonne, reste. Ça, c'est la culture des élites, la culture du peuple. C'est première condition, on produit ces conditions d'existence, et quand on fait un peu de production esthétique et artistique, c'est très sommaire et très exceptionnel. C'est lié au fait, essentiellement. Alors, il y a deux, trois personnes, là je m'intéresse plutôt aux gens qui ont travaillé sur cette opposition entre culture élitiste et culture populaire. Et quelques chercheurs qui me semblent intéressants. Un s'appelle Veblen. Alors, ce que ces chercheurs ont en commun, souvent, c'est qu'ils viennent du peuple et qu'ils ont été admis dans l'intelligentsia. Donc, ils peuvent avoir ce double regard sur la culture et l'opposition entre la culture populaire et la culture des élites. Donc, Veblen était, donc c'est un Américain, il est issu d'une famille émigrée, récente, norvégienne. Et toute la famille se mobilise parce qu'il a du talent pour lui permettre de faire des études. Effectivement, il va faire des études, il sera même prof. Mais il se fera virer assez vite parce qu'il est très critique, très cassant par rapport à l'aristocratie nord-américaine. Donc il va avoir un problème d'adultère ou je ne sais pas quoi, et il sera viré de l'université qu'il a embauché pour cela. Et donc lui, il développe ce qu'il appelle théorie de la classe de loisirs. Et il dit, dans toutes les sociétés, il y a
à partir du moment où la société commence à se développer un peu, et à partir du néolithique, on commence à accumuler des richesses, petit à petit émerge une élite. Ce qu'il appelle la classe du loisir. Et cette élite va marquer sa distinction par rapport aux autres. Elle va établir sa légitimité par la culture, en cultivant des modes de vie qui réunissent cette élite entre elles, la fait rayonner sur les élites des autres pays du monde, et tient le peuple à distance. Parce qu'ils vivent dans une autre sphère, dans un autre monde, et que le peuple n'aura jamais accès à ça, ne comprendra jamais, n'est pas capable de ça. Et donc ils parlent de classe de loisirs ostentatoires, ils vont mettre en évidence, leur supériorité, la beauté de leurs vêtements, la sophistication de leurs fêtes, de leur théâtre, de leur musique, des peintures, des lieux où ils habitent. Ils vont se mettre en scène dans des univers radicalement différents de ceux du reste du peuple. Et produire comme ça leur appartenance. Alors en préparant le cours ce matin, j'ai trouvé une citation qui est pas mal. Je retrouve ça. Oui, c'est un livre qui s'appelle Le prestige des élites. Et donc, c'est un grec qui travaille sur les Grecs, la culture grecque. Et il dit bien ça. Il dit bien qu'est-ce qui fait les élites. On parle des élites, qu'est-ce qui fait le prestige des élites? Prestige des élites. Et donc, qu'est-ce qui lie les élites entre elles? Et notamment, il dit ce qui lie les élites entre elles, c'est leur capacité à produire des choses exceptionnelles. Exceptionnelles, radicalement différentes du reste du peuple. C'est habité. Il dit en plus les Grecs, dans la culture grecque, est une culture relativement ouverte. C'est-à-dire on n'a pas des classes, des castes qui se retransmettent de génération en génération. Des gens du peuple peuvent tout d'un coup accéder au statut d'élite. Mais ce qui va vous faire appartenir aux élites, c'est la capacité que vous avez de vous entourer de belles choses. Le luxe des maisons, la capacité à vous entourer avec des belles sculptures, des belles maisons, des beaux jardins, c'est ça qui va faire votre capacité. Donc il faut à la fois des moyens financiers, mais il faut aussi du goût, du bon goût, pour vous entourer de belles choses. Et donc il faut afficher ce luxe de façon ostentatoire, le mettre en évidence. Donc les Grecs le faisaient déjà, et donc le Veblen revient là-dessus, sur cette façon que depuis toujours les élites ont manifesté. Alors lui il insiste même, il dit, il parle de la classe de loisirs, parce qu'il faut que les gens affichent l'idée qu'elles ne sont pas contraintes de travailler. Donc par exemple, si on prend la tenue aristocratique, il dit, pour les hommes, les tenues qu'ils ont, le blanc, les vêtements blancs, la dentelle au bout des bras, il est clair que ces gens-là ne peuvent avoir aucune activité manuelle et physique habillés comme ils le sont. Et donc ça doit tout le temps, cela doit témoigner de façon ostentatoire qu'ils sont dégagés de l'obligation matérielle
de produire leurs conditions d'existence. Et donc il montre comment, depuis les origines, depuis dès qu'il y a des civilisations, on voit apparaître ça. On voit apparaître cette classe du loisir. Et donc, la classe ostentatoire du loisir. Alors après, il dit, dans la période actuelle, donc il écrit au début du XXe siècle, dans la période actuelle, les industriels non plus, ils sont quand même obligés de travailler. Donc, parce que s'ils veulent faire vivre leurs industriels américains, s'ils veulent continuer à faire vivre leur société, etc., ils sont obligés de travailler et d'avoir une super vie. Mais ils confient ce rôle de loisir à leurs femmes, qui elles doivent justement s'épanouir dans la superficialité, la culture, et c'est à elle que va échoir le rôle d'incarner la classe de loisirs. Alors que déjà, les Américains, même le PDG américain, ils voyagent, ils se baladent, il va avoir des vêtements plus confortables, il va pas se mettre en scène dans ses vêtements, et donc il voit comment les choses ont évolué par rapport aux classes aristocratiques. Et donc c'est les femmes qui, elles, par contre, vont avoir des tenues extravagantes dans lesquelles on monopolise effectivement tous les modes de vie, l'exceptionnalité de leur mode de vie. Regardez ça. Voilà, Thorsten Veblen. Alors ce bouquin avait disparu d'ailleurs, moi je l'avais lu quand j'étais étudiant, puis on n'en a plus jamais entendu parler, et je vois que maintenant, avec Internet, tout ça, il revient à la mode, et que si vous tapez Thorsten Veblen, vous allez voir plein d'extraits du livre, vous allez voir le bouquin, etc. Alors qu'il avait quasiment disparu, moi je n'avais plus entendu parler, et je vois qu'avec les mouvements sociaux à l'heure actuelle, on voit apparaître à nouveau revenir à la mode Thorsten Veblen. Un autre que j'aime beaucoup aussi, qui est le premier qui a parlé des cultures populaires, justement, qui a valorisé et étudié les cultures populaires. Lui, par un travail d'ethnographe. Je dirais que Veblen, c'est plutôt un travail d'anthropologue, c'est-à-dire il montre comment, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu ces deux classes opposées, entre la classe de loisirs, ce qu'il appelle, et le peuple qui travaille. Là, Richard Hogarth va faire plutôt, lui, un travail, il analyse un travail d'ethnologue, la société, la culture de la société dans laquelle il habite. Et c'est le premier qui va faire ça. Et qui sera connu en France, et qui sera traduit en France par Bourdieu et Passeron. Notamment Passeron, qui va le faire connaître en France et traduire ses travaux. Alors lui, il naît dans une banlieue ouvrière, dans la banlieue de Manchester. Et comme il a un hyper brillant au niveau scolaire, pas brillant, il est très bon au niveau à l'école, il va faire des études, il va avoir la bourse, il dit pour tout Manchester, il devait y avoir une bourse ou deux. Et j'ai eu cette bourse-là. Donc il fera des études supérieures, il deviendra prof, mais, et c'est le premier qui fondera donc il va publier celui sur les cultures populaires, c'est le premier qui va développer justement l'approche ethnologique des cultures, les studies culture, les cultural studies. C'est lui qui va lancer ce mouvement. Il sera assez vite dépassé par le mouvement. Et donc il est né dans une banlieue ouvrière, il a une bourse, il raconte sa vie, il dit très vite en fait, j'étais ni dans le milieu des hommes, ni dans celui des femmes, parce que j'étais un homme, mais comme je faisais des études, comme je travaillais à l'école, etc., j'allais pas dehors, sous le lampadaire où étaient tous mes frères et sœurs, tous mes frères, tous les hommes étaient, les gars, les ados, ils sont tous vivre, ils sont dehors sous le lampadaire. Moi j'étais dans la cuisine avec les femmes, en train de lire. Et très vite, j'ai dû aussi apprendre à étudier dans la cuisine, au milieu des femmes. Donc à m'abstraire de ce monde-là. Je n'étais pas du monde des femmes et je n'étais pas du monde des hommes dehors. Toute ma vie, j'étais marginal. Et quand il écrit son bouquin, je trouve que c'est vraiment assez intéressant. Il dit que de toute façon, j'ai toujours été comme ça, en dehors du monde. Et je ne suis plus. Je rêve de mon enfance, je rêve du monde ouvrier dans lequel j'étais, et les élites ne m'ont jamais reconnu. J'ai jamais été intégré par elles.
Et il dit, je suis un cheval de course, je suis habitué à sauter les obstacles, j'ai passé tous les examens qu'il fallait. Bon, il terminera quand même conseiller à l'UNESCO, mais même les Cultural Studies vont le dire qu'il était assez, le dénigrer un peu. Et ouais, c'est trop populaire, quoi. Son approche est trop populaire, pas assez envolée. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La culture dont il parle, c'est la culture ouvrière. Il faut dire deux mots de cette culture-là. Ouvrière donc anglaise, mais bon, au cœur de la culture ouvrière. On retrouve des caractéristiques de ce dont je vous ai parlé. Premièrement, il dit que c'est le foyer, le centre de la vie sociale, c'est là où lui vit. Un beau foyer, c'est une pièce chaude, avec la nourriture qui tient au cœur. Quand on rentre du boulot, on est à manger. Qui tient au corps. Il dit qu'elle doit procurer l'intimité du groupe restreint, la chaleur humaine et la bonne chair. On est ensemble, la cuisine autour du poêle, la cuisine, ce lieu-là, un seul lieu. On habite là. C'est ces trois fonctions essentielles. Et d'ailleurs, Bourdieu, quand il travaillera sur la différence entre les classes sociales, il dira, il a expliqué ça. Alors maintenant, c'est un peu généralisé, mais il dit, il est étonné. Il dit les classes ouvrières sont étonnées de voir comment les gens apportent du soin à la décoration de leur maison. Et comment on crée des beaux ustensiles de cuisine, etc. Alors que dans une classe ouvrière, ce qui est important, c'est pas du tout la décoration. Il dit même dans la salle de bain, vous imaginez, les gens décorent leur salle de bain. Alors que dans la culture ouvrière, la salle de bain elle est fonctionnelle, et la cuisine, ce qu'il y a, elle va procurer de l'intimité, de la chaleur et de la bonne chair. Point. On va pas savoir comment elle est décorée et quelle est sur le confort pour eux, c'est celui-là. Il dit les gens et âge sont fortement différenciés dans cette société-là. Genre et âge sont fortement différenciés, c'est-à-dire que très tôt, garçons et filles s'affirment, les filles restent autour de la mère, les garçons sont dans la rue. Ils vivent dans la rue. La mère est le pilier de la famille. Le mari, c'est la force brute. Il va travailler, il ramène l'argent, mais c'est la mère qui fait vivre la famille. Et qui contrôle la famille. Alors le mari, il ramène plus ou moins d'argent, selon que c'est un bon mari ou pas un bon mari, plus ou moins sous, selon qu'il est bon ou pas, et peut-être plus ou moins violent aussi, mais c'est la mère qui fait vivre la famille, c'est la maman. Et il dit, au bout de 30 ans, la maman, c'est devenu une femme qui a la satisfaction de faire vivre tout le monde. Elle sait que sans elle, la maison n'existerait pas, mais qui sait très vite qu'elle vieillit prématurément. Et il parle de sa mère, il dit, c'est cette femme qui venait dans les remises de prix à l'université et tout ça, laide, hyper maquillée, dont j'avais honte. Quand elle venait recevoir les prix qu'il avait obtenus. Après, il développe aussi ce qui est intéressant dans ses ouvrages, c'est le premier qui s'intéresse à la culture de pauvreté, la culture mainstream, la culture de masse. Se sont développées les premières industries culturelles qui commencent à se développer. Lui, il écrit son livre, c'est dans les années, c'est l'après-guerre, juste les années 45, 1950. Et bon, son souvenir d'enfance, c'est aussi l'entre-deux-guerres, la seconde, le milieu du XXe siècle. Donc il s'intéresse d'abord à la culture mainstream, c'est à la culture de masse. Parce que, bien sûr, les industries culturelles commencent à émerger, à se développer. Et qu'effectivement, la masse des consommateurs, en dehors de la culture élitiste, il y a un marché. Même si c'est un marché où il n'y a pas beaucoup d'argent, on dépense pour la culture de masse. Donc, je dis, par exemple, il analyse plus un forme de littérature, il analyse les journaux. Donc, les premiers journaux qui commencent à apparaître. Qui sont vendus très peu cher. Les outils d'analyse des contenus de ces journaux, des photos qui sont faites. C'est les journaux très populaires. À la fois, donc ils disent dans la famille, tout le monde consomme, le mari a son journal,
la maman en a un ou deux, les gamins ont les bandes dessinées. Voilà, c'est chaque fois fait toute une analyse de l'esthétique qui est mise en scène, à la fois pour provoquer, attirer le regard, etc., et en même temps respecter quand même les règles pour éviter la censure, etc. Et donc, il raconte, fait toute une histoire sur les photos, comment on met en scène, comment on se réinvente. Et il dit attention, les gens qui écrivent dans ces journaux sont payés au kilomètre d'écriture. Donc il faut qu'ils écrivent des romans à l'eau de rose, toujours plus sucrés, toujours plus dramatiques et tout ça, mais au kilomètre. Et donc, voilà, je trouve ça assez intéressant. Et il dit c'est un vrai talent d'être capable d'écrire aussi vite des choses vraiment. Et puis il y en a qui sont très célèbres, il y en a qui sont célèbres, que les gens s'arrachent. Ils ont vraiment un vrai talent pour raconter comme ça des histoires populaires et les mettre en scène, et les photographes pour trouver toujours la posture la plus suggestive. Voilà, qu'est-ce qu'il dit encore oui, alors donc, effectivement aussi s'intéresse donc les industries culturelles aussi à... Donc, mainstream, maintenant, c'est le mot qui devient un peu... On voit fréquemment. Mainstream, c'est tout ce qui est vraiment la culture de masse. Et donc, c'est la télé, les médias de masse, grand public, plus grand courant. Là où il y a un vrai gros marché marketing. Donc là, d'emblée, les industries culturelles vont se jeter là-dessus et produire pas cher, en quantité, accessible à tout le monde. Et ensuite, la deuxième, c'est celle de l'entertainment, c'est-à-dire tout ce qui est l'entertainment, c'est tout ce qui est l'idée de plaisir. Une culture qui doit produire une rupture et un plaisir immédiat. Donc quelque chose une production très sucrée, qui d'emblée va produire de l'addiction à ce genre d'éléments. Parce que le rôle de la culture, on y revient, c'est une culture de rupture avec le travail. Le rôle de la culture, de l'esthétique, c'est une culture populaire. C'est le rôle du loisir dans ces moments populaires, c'est pas de la culture cultivée, sophistiquée, c'est produire de la rupture, produire du plaisir rapidement, pour que les quelques heures, le dimanche, le jour de vacances, les quelques jours de vacances qu'on a, là il faut bien manger, bien boire, bien rigoler, éprouver des émotions fortes. C'est ça qui est important dans cette culture-là. Voilà, bon. Bon, ça je vous l'ai dit. Il dit finalement l'autodidacte que j'étais, qui savait manier ni le livre, vraiment, donc il sait mieux manier les livres que les marteaux, mais qui de toute façon ne sera jamais reconnu comme appartenant à ces élites. Parce qu'on ne rentre pas comme ça dans la culture des élites. Il raconte par exemple son voyage. Il raconte son voyage. Il fait comme toutes les élites anglaises, on fait le tour de la Méditerranée et le voyage en Italie, qu'on fait comme ça, et qui est quand même, voilà, pour les élites, on part entre amis, on se fait Florence, Rome, Venise, dans les grands palais, entre eux, on se retrouve entre élites, dans ces lieux comme ça, touristiques, l'invention du tourisme se fait là, et lui il raconte, lui il a fait ça tout seul, dans des mauvaises chambres à l'économie, où il se retrouvait tout seul, et il sentait bien que sa visite des grands lieux de culture italiens n'a rien à voir avec la visite des grands lieux de culture, tels que le font et le pratiquent les élites anglaises, auxquelles il appartient. Alors, à la même période où les gens vont publier un travail sur la culture populaire, finalement, il n'y a pas grand-chose. Je vous dirais, c'est que autant, si vous vous intéressez à la culture des élites, vous avez toutes les publications liées à l'esthétique. Vous avez de remplir des milliers de bibliothèques.
autant sur les cultures populaires, l'autre versant. C'est pour ça que je parle un peu moins de la culture des élites, parce qu'elle est partout, elle est dans les musées, elle est dans les bibliothèques, elle est dans les librairies, elle est à l'opéra, elle est partout, cette culture-là. Autant sur les cultures populaires, on sait peu de choses sur les cultures populaires. Les seuls qui s'y sont un peu intéressés, c'est les ethnologues. Ils ont essayé de décrire les pratiques populaires. Alors Jean-Claude Passeron dit finalement lui, c'est lui qui va traduire et faire connaître Hogarth en France. À l'époque, c'est l'assistant de Bourdieu, qui sont quand même les deux grands intellectuels. Enfin, Bourdieu, après Bourdieu va rester seul. Passeron va un peu disparaître. Mais, enfin, tout en restant quand même quelqu'un très connu, mais Bourdieu, voilà, on va dire quand même le grand intellectuel, le dernier, peut-être un des derniers grands intellectuels français, au rayonnement universel, mondial. Et donc, Jean-Claude Passeron va dire, voilà, en gros, l'étude des cultures populaires oscille entre deux approches, deux conceptions finalement. Et il n'y a pas grand-chose, finalement, en gros, il n'y a pas grand-chose sur les cultures populaires. Le misérabilisme, c'est Zola par exemple, qui en rajoute, c'est le premier Zola à s'intéresser aux cultures du peuple. Quand même, il fait presque un travail d'ethnographe, aller voir comment ça se passe dans le peuple. En même temps, il en rajoute sur la misère. Le peuple dégradé, le peuple, quand vous lisez quand même l'Assommoir ou les ouvrages de Zola, c'est sinistre. C'est vraiment sinistre, on se demande comment les gens vivent. Mais il s'est quand même intéressé là. Et il a tendance à montrer justement comment on va des classes laborieuses, et il reprend le langage se dégrade, les conditions de vie s'appauvrissent, le langage se dégrade, la moralité se dégrade, la conception de l'homme même se dégrade, et à la fin, les pauvres, c'est vraiment des gens qui n'ont aucune morale de rien du tout, aucun projet de rien, enfin, comme disait Zola, quand vous voyez comment ils traitent les pauvres, c'est horrible, horrible. Et donc, aussi, l'autre versant, c'est le populisme. Ce qu'il appelle le populisme, c'est-à-dire c'est tout ce qui est l'ultra-valorisation de la culture populaire, alors qu'elle est quand même très pauvre. Elle est très pauvre parce que je vous en ai parlé. Je vous dis qu'elle n'a pas de, elle ne se transmet pas, elle ne s'écrit pas, elle ne s'apprend pas. On voit dans ses formes d'expression esthétique. Et ça, sa grande supériorité, c'est de permettre de produire des conditions d'existence. Donc il dit d'une part, donc voilà, les ethnologues ont tendance à relativiser, à développer le contenu relativiste de ces cultures-là. On les trouve extraordinaires, alors que c'est vrai qu'elles sont pauvres. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moyens à y consacrer. C'est vrai que c'est des cultures qui sont des cultures de la fête, des cultures du loisir, des cultures comme ça, quand on dépense, c'est pour être ensemble, c'est pour faire la fête, c'est pour dépenser, c'est pas pour produire quelque chose qui va dépasser sa condition. Donc il y a la première, le seul qui s'y intéresse, c'est les ethnologues, qui idéalisent donc les restes exemples des cultures populaires quasiment disparues, mais qui quand même vont s'y intéresser, vont les idéaliser. Alors que souvent même les beaux vêtements, les vêtements folkloriques, quand on parle du folklore par exemple, c'est qu'un petit moment dans la culture des gens. C'est pas essentiel. En plus, c'est des beaux vêtements qu'on met juste le temps en temps de quelques fêtes, qu'on a pris comme ça, qui sont pas si anciennes que ça. C'est pas une pensée un peu globale de ce que c'est que la culture. Et le romantisme aussi, l'idée du bon vieux temps. On a une vision un peu comme ça, avant c'était bien, les belles choses, le bon vieux temps, valorisé, tout le monde vivait bien, etc. Donc il dit on est entre les deux. On n'a pas grand-chose à culture populaire et misérabiliste. Alors pendant le même temps, pour Dieu, lui,
va produire pour la première fois ce qu'on appelle l'analyse. Il va produire une analyse factorielle de correspondance. C'est-à-dire où on rentre ensemble toute une série d'indicateurs et où les ordinateurs vont produire comme ça des choses qui permettent, donc pour la première fois, faire du mapping. On va rentrer. Maintenant, ça se fait très facilement, ces analyses-là, factorielles de correspondance. J'en avais fait une, moi, quand je fais ma thèse, ça fait très longtemps, avec le premier ordinateur, et j'avais dû embaucher un informaticien. J'avais un contrat, j'ai payé un informaticien pendant un mois, ne serait-ce que pour coder toutes les données. Ensuite, ça partait dans un téléphone jusqu'à Montpellier, où il y avait là-bas un ordinateur qui pouvait traiter ça, et il vous renvoyait un rouleau de papier avec des indicateurs comme ça sur 10 mètres de long, qu'il fallait après reprendre, retravailler, etc. Maintenant, si vous rentrez les données comme ça avec des analyses par logiciel, il vous sort des tableaux de correspondance assez sophistiqués qui marchent assez bien. Bon, l'idée est qu'on met en évidence là le statut et les pratiques culturelles. Et on va voir émerger, Bourdieu, donc à partir de là, il fait émerger 4 grandes catégories. Si on met en évidence, en fait, il va mettre en évidence l'éducation, le revenu et les pratiques culturelles. Et donc on va voir qu'on a d'une part ce qu'il appelle les professeurs il dit la fraction dominée des classes dominantes. C'est-à-dire ce sont tous ce qui sont les élites sans argent, pas trop d'argent. Les professeurs d'université, les autres numéros qui sont caractéristiques, les professeurs du secondaire, les professeurs artistiques, les cadres du public. Voilà. Et puis, de l'autre côté, les dominants, c'est-à-dire, eux, ce sont les patrons, ils ont l'argent, le pouvoir, la reconnaissance, etc. Il parle des assets, les intellectuels, enseignants, universitaires, tout ça, n'ont pas beaucoup d'argent, alors ce sont des assets. Ils ont des exigences culturelles, mais ils sont obligés de vivre de façon relativement réduite sur... ils ont des vacances, mais on part en camping, on fait de la randonnée, on fait voilà, des activités comme ça, on lit, on a des pratiques culturelles assez sophistiquées, etc. On est à la pointe des pratiques culturelles, mais bon, il ne faut pas que ça coûte trop cher. Les élites qui ont l'argent, ils font tout. Ils ont le ski, ils racontent, ils vont au ski, ils vont dans les hôtels au bord de la mer, l'été, et ils font la liste de tout ce qu'ils ont. Ils ont le carnet d'adresse, le meilleur médecin, le meilleur coiffeur, le meilleur restaurant, le plus grand cuisinier, etc., etc., etc. Ils ont des modes de vie comme ça. Donc ils racontent tout ça. Son analyse, et il dit, alors il reprend le premier truc, c'est la reproduction. Il y a deux bouquins très importants qui sont très importants. Un, c'est la reproduction, c'est-à-dire comment les élites se reproduisent. Et comment, en dépit de l'analyse, en dépit de la démocratie dans laquelle on vit, où l'on raconte que tout le monde peut transcender, finalement, si vous êtes un bon étudiant et un bon travailleur, et que vous êtes très intelligent, eh bien, vous pourrez appartenir à la classe des élites, et que donc c'est ouvert à tout le monde, et que si les élites sont les élites, c'est parce qu'elles sont plus intelligentes que les autres. Donc il défait ce système-là, et il montre comment les élites se reproduisent effectivement, parce qu'il y a un phénomène d'auto-reconnaissance, la culture y contribue, comment la culture y contribue. Il dit la culture, il parle de ce que va dire Hogarth, par exemple, il a dit ça. Il dit si vous naissez dans le monde cultivé, c'est comme une langue maternelle. Vous allez de toute votre vie baigner dans la culture, produite par ces élites-là. On en parle à table, on en parle en vacances, de façon naturelle. On ne fait pas des choses pour se montrer. C'est notre culture, c'est notre façon de vivre et d'être ensemble. C'est notre langue maternelle. Et si vous venez d'un autre monde, dans tous les cas, le passage, ce sera toujours de la langue maternelle de la langue apprise à la langue maternelle. Et vous aurez une langue maternelle qui n'est pas la langue du monde dans lequel vous vivez. Donc vous aurez toujours des faiblesses dans cette langue.
vous aurez toujours des difficultés d'adaptation. Et donc, voilà, donc il dit comment ça marche. Alors, pourquoi les élites se reproduisent? Il dit parce que c'est leur mode. Parce que, c'était vrai, alors ce bouquin, il paraît dans les années 70, 1970, 1980. En 70, ces bouquins, l'université a encore un lieu d'élitiste, très élitiste. Ils disent, ce sont les élites qui font les programmes. L'ouvrier, lui, le monde dans lequel il vit est un monde pratique, un monde de toucher, un monde de savoir-faire, pas un monde voilà, où tout ce qui a du sens, c'est des choses pratiques. On est dans le monde où on fabrique les choses, on fait les conditions de vie.